Bonjour. Bonjour. Ouais, alors, rapproche le micro. Bonjour tout le monde. Alors, maman Camo, où c'est qui monde? David Belfort, justement pas de cité, moi j'ai cité Gaudissart, donc habité là depuis petit. Et en fait, on fait l'étude de génie d'architecture, mais environ de ça, on a une association qui a occupé de l'environnement, notamment les zibiers, les oiseaux. Ok. Alors, nous allons parler des zibiers. Avant de commencer, ces petites questions nous bord, qui, dernier moment, parce que nous on aborde des sujets qui sont des sujets lourds, des sujets graves sur notre territoire, et on a décidé d'y mettre une respiration avec chaque intervenant. La question est, quel est ton dernier moment de bonheur dans les dernières heures ou les derniers jours? C'est quoi le souvenir que tu as du meilleur moment de bonheur, soit sur une solidarité, soit en pleine nature, soit donne-nous un moment de bonheur que tu as eu. Le dernier moment de bonheur que j'ai eu, c'était mercredi avec la M4, on a fait du damier. Justement, on a un champion de damier à côté, et c'est quelque chose que j'ai découvert, je trouvais ça très intéressant. Cette mise en conscience pour à la chair, les mouvements, la musique. C'est un sport que j'ai débuté très tard, en fait, j'ai commencé à comprendre et à apprendre. Et je me suis dit, déjà, je ne sais pas combien de temps, mais en fait, il y a la base de tout. Parce qu'il y a le cardio, on est tous comme ça, donc il y a tous les muscles qui travaillent, et puis il y a l'identité, et tout vers la sorte. Belgique, merci en lot. Allez, on a parlé de la tradition, on a eu un moment belé avec les camarades, les amis de Martine, se sont appelés. Les amis de Martine, et là tu nous parles de damier, tradition, on reste dans la logique de tradition. Et là, Vivacité Martinique Belle, tu vas nous apprendre à aimer nos mères, nos manicous et pas que. C'est ça? Je te laisse l'auditoire, le micro. Merci de ta présence. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc je vais commencer par une petite question. Vous connaissez le carouge? Et qu'est-ce que vous pouvez dire un peu plus dessus? Et cette phrase, on peut le trouver où? C'est déjà très bien. Donc, justement, on va vous parler de l'association Le Carouge. Donc le Carouge, c'est une association, c'est le nom local de l'Oriole de Martinique. Donc c'est un oiseau qui est endémique, c'est-à-dire qu'on le trouve qu'en Martinique. Souvent, on emploie le mot endémique à plusieurs sens, mais endémique, ça veut dire que c'est une espèce qu'on ne trouve qu'à un lieu précis. Notamment une île, ça peut être une commune comme le Moka Gauche-Blanche, qu'on ne trouve qu'à la Caravelle. Ça peut aussi être aussi dans l'arc des Petites Antilles. Par exemple, ici, on a l'Igua des Petites Antilles qui est endémique aux Petites Antilles. C'est ça. Mais en fait, tout ce qui est en Martinique n'est pas endémique. En fait, endémique, ça veut dire que ça n'existe nulle part ailleurs qu'en Martinique. D'où l'importance de prendre soin de nos espèces. Parce qu'en fait, la Martinique, c'est 80% de la biodiversité française, malgré sa taille minuscule. Et on fait partie des 34 points chauds de haute biodiversité dans le monde. C'est-à-dire par rapport à son emplacement géographique au milieu de l'arc des Petites Antilles, ça favorisait justement l'endémisme. Et de la Martinique, en fait, les espèces ont colonisé les autres îles. Mais en fait, pour avoir une idée, en fait, les îles étaient, il y a différentes théories, mais en fait, les îles étaient reliées entre elles par un cordon de sable qui ont permis aux espèces en fait, de migrer dans toutes les îles. Et la Martinique aussi, la particularité de la Martinique, c'est une île archipel, c'est-à-dire que par rapport aux autres îles de la Caraïbe, il y a eu plusieurs phénomènes volcaniques. Donc les premières qui ont émergé furent la Caravelle et la salinification, et par la suite par des mouvements tectoniques, des mouvements d'éruption, ces morceaux de terre se sont reliés. Et le dernier mouvement, en fait, c'est la montagne tectonique qui a relié toute la Martinique. Donc, justement, par rapport à l'UNESCO, elle a été classée ou non par rapport à son relief frontal. Pas dit tout ça qu'il faut, mais en Martinique, justement, la richesse par rapport à la taille est très importante. Donc, l'association Le Carouge existe depuis 1989. Donc, le but, c'est de promouvoir la connaissance sur la faune et la flore, ainsi que la préservation en Martinique. Donc on a différentes activités, donc il y a des sorties mensuelles, des sorties naturalistes le premier dimanche de chaque mois, qui permettent à tout un chacun de découvrir la faune, mais pas comme une lutte obligée, ça
c'est composé aussi de la culture et de la végétation, ainsi que toute la faune qu'on peut rencontrer. Donc on fait aussi des études et des expertises, des suivis des inventaires selon l'éthologie, avec différents partenaires, le parc naturel, la DEAL, l'ONF, etc. On fait également du bagage oiseau. Le bagage permet en fait, comme une carte d'identité, d'être une bague au niveau du tarse de l'oiseau, ce qui permet de suivre sa migration et de savoir d'où il sort. Par exemple, la Martinique, par rapport à sa situation géographique, il y a des espèces qui sont du nord du Canada et qui passent par des petites Antilles pour rejoindre les plateaux de Guyane du Venezuela lors de la migration qui est de juillet à décembre. Donc, il y a un moment aussi, on a apporté des conseils aussi sur le soin des oiseaux, parce qu'en Martinique, il n'existe pas de centre de soins, donc on l'a fait pendant des années, et porte forcément. Mais maintenant, avec les nouvelles lois, c'est très compliqué, donc, parce qu'il y a différents textes, en fait, tout ce qui est faune sauvage, en fait, on n'a pas le droit de toucher ou d'avoir chez soi. En fait. C'est la législation. Mais en même temps, il y a des gens qui ont une certaine sensibilité, qu'on voit l'animal en souffrance, en général, les gens veulent l'aider ou le secourir. Pour l'instant, par la suite, il y aura peut-être le zoo du Corbeil qui va s'en occuper. Donc on fait également de l'éducation à l'environnement, donc on a créé une valise pédagogique avec un puzzle, du coloriage, un CD-ROM, qui permettent à nos enfants de connaître la faune de la Martinique. Nous étions d'ailleurs les premiers à avoir fait ce type d'outil pour transmettre la connaissance à nos jeunes. Ce qui est important parce que, en fait, souvent dans les écoles, la base, ce sont des livres qui viennent d'ailleurs et nos enfants ne connaissent pas leur environnement proche. Donc il est important de transmettre. Ça, ce sont des images par rapport à tout ce qu'on fait. Et sinon, ce que je peux vous parler aussi, les premiers habitants, c'était les Kayinagos, donc c'est des peuples qui vivaient de plus de 4000 ans en Martinique. Donc ils vivaient en osmose avec l'environnement, avec un certain respect. Et avec l'arrivée des colons, il y a différentes espèces qui ont disparu, notamment nos perroquets. On avait deux espèces de perroquets et comment s'appelle un ara qui ont disparu parce qu'en fait les plumes servent énormément à la cour. Un exemple, par exemple, les colibris, les femmes à la cour, elles portaient des colliers de colibris. Il y avait également, comme les îles n'avaient pas de gros gibier, donc tout ce qui était gibier, on était complètement prédaté et toute la Martinique a été rasée. Donc il restait peu de forêts primaires ou presque pas, sauf les hauts sommets qui ont été laissés. C'est pour ça notamment un exemple par rapport à la Dominique, qui n'avait pas trop d'intérêt pour les colons parce que c'était trop escarpé. Donc c'est pour ça qu'elle a gardé son état naturel. Parce que toute la Martinique était rasée, il y avait près de 400 usines qui tournaient. Et donc il y avait de l'indigo, du tabac, etc. Et c'est lors de la découverte de la betterave pour pouvoir en faire du sucre, parce que le coup du sucre est tombé, et qu'on a abandonné les habitations, à ce moment la végétation a repris. Même si la végétation semble luxuriante, elle n'est pas primaire. Voilà. Et il y a aussi, par exemple, une tendance structurelle, il n'y a que dans les îles françaises que les espèces endémiques ont disparu. Parce qu'en fait, le mode de pensée des Anglais est différent par rapport à la prédation en fait, sur l'environnement. Donc à un moment aussi, on a fait la dératisation, notamment sur les îlets de Sainte-Anne, sur les réserves, parce qu'à un moment il y avait trop de rats, donc il n'y avait plus de nidification sur place, parce qu'il n'y a plus de milliers d'oiseaux qui viennent. Donc on a complètement dératisé et de nos jours, en fait, il y a des oiseaux qui reviennent chaque année. D'où l'importance, ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un écosystème, ça prend énormément de temps pour pouvoir avoir un certain équilibre. Parce que la base de la vie, c'est l'interdépendance et l'impermanence. Donc chacun a sa place et chacun a son importance dans le système.
et ça prend énormément de temps pour avoir une certaine cohérence, pour avoir un certain équilibre. Donc quand on introduit une espèce d'ailleurs, ça déséquilibre tout l'écosystème, en sachant que souvent les espèces invasives viennent de continents. Donc dans l'origine, elles ont une reproduction beaucoup plus importante que celle présente en Martinique. Un exemple, l'iguane Petites Antilles, il fait une douzaine d'œufs, l'iguane commun qui a été introduit, il fait 60 œufs. Donc il y a un moment, votre iguane risque de disparaître. Donc souvent les gens ne comprennent pas parce qu'on réduit cette population, parce qu'en fait c'est vrai quelque part, c'est pas la faute de l'animal, c'est de l'homme. Néanmoins, si on ne fait rien, nos espèces patrimoniales vont disparaître. Et, étant donné, comme j'ai parlé d'interdépendance, comme chaque espèce a un lien, une particularité et un rôle essentiel dans l'écosystème, si elle disparaît, tout peut s'effondrer. Pour l'instant, on n'a pas tout l'avance nécessaire pour savoir les conséquences, mais je peux vous donner l'exemple, si les vers de terre en fait, qui améliorent le sol, s'il n'y a pas de vers de terre, le sol devient comme du béton, les racines ne peuvent pas pénétrer le sol, donc à ce moment la fleur elle tombe. C'est pareil, vous avez entendu parler des abeilles, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de pollinisation, donc nous on ne peut pas manger. Donc c'est pour ça l'importance en fait de l'interdépendance, il faut comprendre tout est lié et tout a son importance. Je parlais aussi de l'impermanence, c'est deux concepts qui sont liés dans l'existence. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut laisser la place aux autres. Et en fait, tout ce qui est matériel change de forme, il devient une énergie, et permet au système d'avoir une continuité de renouvellement. Donc ça, certaines études qu'on a réalisées, notamment sur la montagne pelée et sur les îlets. Continuez. On travaille également depuis 3 ans sur les chiroptères, ce qu'on appelle les chauves-souris. C'est des animaux qui sont un peu diabolisés, mais qui ont une importance puisque ça sert de pollinisateur, ça permet de transporter les graines et notamment de manger énormément d'insectes. Puisque s'il n'y avait pas ces espèces-là, on devrait utiliser encore davantage de pesticides qui sont d'office nocifs à notre santé. Donc je vous ai parlé du mocola qu'on trouve à gauche. Donc c'est un oiseau qu'on trouve qu'à la Caravelle. C'est pour ça que la Caravelle a été mise en réserve. Et c'est une espèce qui existait aux Trois-Îlets, même jusqu'à Fort-de-France. Donc avec l'introduction de la mangouste et du rat, la mangouste est introduite pour s'attaquer aux serpents, mais la mangouste elle vit de jour, le serpent de nuit. Donc elle ne s'en compte pas trop. Donc la mangouste s'est attaquée à des espèces qui étaient beaucoup plus faciles. Parce qu'il faut savoir, dans un écosystème, s'il n'y a pas de. Si les espèces, comme les espèces évoluent en coévolution, si elles ne sont pas habituées à un tel prédateur, elles n'ont pas mis en place en fait, des procédures d'évitement. Donc c'est pour ça qu'elles risquent de disparaître. Donc, en plus, c'est un oiseau qui se nourrit au sol. Donc il est vite prédaté, par exemple, par rapport aux recherches, on a constaté que pratiquement plus de 100% des limites est prédaté. Donc il reste à peu près 200 coupes sur la réserve. Et justement, comme la presqu'île est attachée à la Martinique, entre la presqu'île et la Martinique, il y a ce qu'on appelle une barrière géographique réalisée par les champs de canne, qui empêche à l'espèce d'évoluer vers la Martinique. C'est pour ça qu'il y a en cours un corridor écologique qui doit être mené par le parc naturel pour pouvoir relier la Caravelle à d'autres espaces ou des forêts défragmentées sur la Martinique pour permettre à l'espèce d'évoluer ailleurs. Si ça vous intéresse, chaque année on fait le suivi pour les oiseaux polluants, ce qu'on appelle le stock. Ce suivi permet de connaître l'état de la population des oiseaux. Donc on fait des transects, c'est des points d'écoute, il y a 10 points d'écoute. Parce que quand les milieux naturels c'est très dense, donc on ne peut contacter les oiseaux par le chant. Donc il faut avoir une connaissance du chant, ce qui nous permet d'identifier et de noter. Et chaque année on fait ça depuis 10 ans. Et ça permet d'avoir des tendances de population et pouvoir prendre des mesures de gestion, notamment pour la chasse. Aussi des décisions par rapport à des constructions qui devront être faites. Et sinon, en fait, on participe à pratiquement toutes les commissions et donner notre avis sur les décisions environnementales.
On réalise aussi des formations pour les guides et notamment pour les institutions sur la bifaune et la faune de Martinique. Elles sont payantes? Oui, elles sont payantes ou sinon des fois ça peut être financé par la DIA ou la CTM. Ou sinon, par exemple, le stock, on forme les stockers, c'est gratuit. C'est un système d'accompagnement. En Guadeloupe, il n'y a que les professionnels qui le font, mais en Martinique, dans le cadre de l'association, on a décidé de le faire gratuitement. En fait, on forme les gens à pouvoir suivre notre enseigne, c'est 2 fois par an sur la Martinique. Et sinon, on a un site qui s'appelle Blanc-Danco où il y a toutes les photos, les explications, c'est gratuit sur les différentes espèces. On fait également du birdwatching, en fait, parce qu'il y a énormément de... Parce que la Martinique petite, comme je vous disais, il y a des espèces qui n'existent qu'en Martinique. Donc il y a des gens du monde entier qui viennent voir les espèces. Ils viennent de très loin, hein, juste pour voir le carreau j'ai gros partout. C'est une journée, d'où l'importance de pouvoir regarder les espèces. Et le monsieur que vous avez vu à l'instant, en fait, je ne connaissais pas ce naturaliste, un explorateur qui est connu dans le monde entier, c'est un Anglais. Il était venu avec plein d'amis, et je le guidais partout en Martinique pour voir la forêt. C'est un petit qui m'a appelé, qui m'a dit que c'est un gars qui moi j'ai beaucoup de vous en fait. Et il est venu en toute discrétion, toute humilité. Donc le fond, en fait, les personnes très importantes, et c'est pour ça qu'il fait toujours professionnel, donc d'où l'intérêt de pouvoir sauvegarder les espèces. Ouais, il passe à la télé. Donc je vous ai parlé du bagage. Donc le bagage, il y a un numéro dessus comme carte d'identité. Et c'est marqué Muséum d'histoire naturelle. Ça permet en fait d'identifier l'espèce. Donc certains oiseaux sont barrés à Martinique, comme ils reviennent à partir du mois d'avril, mai, ils remontent vers l'Amérique du Nord pour pouvoir se reproduire. Et à ce moment, s'il y a des bagueurs du Canada, par exemple, qui les rattrapent, ils peuvent suivre l'espèce. À ce moment-là, on cherche les coordonnées de l'espèce, on peut savoir à quel moment il a été bagué, quel est l'âge de l'oiseau, parce qu'on prend ce qu'on appelle des mesures biométriques. Le poids, la mue, etc., pour pouvoir connaître l'espèce. Je vais parler des sons d'oiseaux, donc à un moment, on faisait énormément de sons d'oiseaux. Ouais. La bague, elle a ce qui émet ou bien c'est... Non, c'est juste une bague qui est très... Oui. Et pour être bagueur, en fait, il faut être mandaté par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. En Martinique, nous sommes 2. Les 2, nous sommes dans l'association, donc moi et Béatrice Sondé. Et donc on fait une formation pour ça. Et chaque année, on est habilité pour pouvoir continuer. Oui, c'est ça, oui. Donc on a des filets, et pendant ces filets-là, il faut justement être bagueur. Et justement, il y a toute une précaution pour pouvoir démailler l'espèce, le baguer, tout ça. Donc on n'est pas là pour le rentrer, le faire comme ça. Donc ça demande une certaine dextérité. Voilà. C'est des suivis scientifiques, on ne fait pas ça juste pour baguer. Après ce que tu parlais, on peut mettre des émetteurs avec des petites antennes qui permettent de suivre les espèces. Par exemple, il y a des espèces qui ont été suivies comme ça, c'est le courlis, on appelle bec-coche en Martinique, qui était suivi pendant 5 ans, et ils ont été tués en Guadeloupe. Et là, on peut mettre un GPS sur le coco, on fait ça également pour les chauves-souris et différentes espèces. Et c'est extrêmement léger, pour que ça ne perde pas l'espèce. Sinon, des premiers qui avaient commencé à faire l'ontologie, c'était M. Bonsécom, on appelle aussi Papa Colibri. Donc on fait également des sorties dans le cadre pour les étudiants pour pouvoir connaître la nouvelle, parce que c'est important de pouvoir transmettre, comme on est là, notre vie sur Terre ne pas longtemps, donc l'important c'est de pouvoir transmettre aux nouvelles générations. Et les anciens connaissaient, maintenant il y a une fracture, donc c'est pouvoir pouvoir perdurer, de pouvoir construire. Donc les sorties se font de différents milieux. Là nous étions à Canal-Cocotte, à Ducos, pour voir les espèces qui vivent en fait dans la Mongolie. Dans notre aspect culturel, parce qu'en ce moment on parle il y a des problèmes d'essence, il y a des problèmes
d'embouteillage. Avant, en fait, de Fort-de-France, il n'y avait pas l'autoroute. Toutes les communes étaient reliées par des canaux. Donc on pouvait remonter jusqu'aux communes du Cos, Rivière-Pilote. Donc il y avait des barges, donc il y avait une circulation qui permettait d'arriver au bourg sans embouteillage, sans stress. Donc ça, c'est le délai qu'on a réalisé, qu'on donne en général aux écoles. C'est gratuit pour permettre aux instituteurs de pouvoir transmettre la connaissance sur la vie folle. On fait également aussi des ateliers sur les iguanes avec le carnet des sciences. Merci. Vous avez des questions? Bon. On va après, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais peut-être parler un peu de l'ADN. Donc en fait, tout ce qui est vivant, il y a des classifications. Donc pour pouvoir mettre les espèces dans des cases. Donc, il y a l'ordre, ça définit ce groupe qui rassemble plusieurs familles avec des caractéristiques communes. Par exemple, les carnivores. Après, en dessous, il y a la famille qui définit un groupe de plusieurs gens proches. Par exemple, les chiens, les loups appartiennent à la famille des canidés. Après, il y a les sous-espèces, niveau intermédiaire entre la famille et le genre. Je peux redescendre. Et en bas, en fait, vous avez l'espèce, c'est un groupe d'individus capables de se reproduire entre eux et avoir des petits fertiles. En fait, c'est le niveau le plus précis dans la classification. Ouais, un exemple, en fait, un exemple, pour les pigeons. Donc les pigeons, c'est la famille des colombidés. Le genre, c'est colomba, l'espèce, c'est colomba. Donc les pigeons domestiques. Et en fait, ce que je vous ai amené à ça, c'est que vous avez que le race, le terme race, en fait, c'est une invention humaine et culturelle, en fait. Donc en fait, la race, c'est le groupe d'individus appartenant à une espèce qui présente des caractéristiques physiques ou comportements spécifiques. Donc, ce que je En fait, ce que je veux dire, en fait, c'est pour ça, en fait, il y a certains même, quand même, dans un espace où on peut s'exprimer. C'est pour ça, en fait, même dans la façon de parler, il faut changer son mode de langage. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule espèce, c'est Homo sapiens. Il y a en fait une seule race, c'est la race humaine, qui se définit par des biotypes selon l'espace géographique où ils vivent. Par exemple, ceux qui vivent en Afrique, ils ont la peau noire qui permettent en fait, la mélanine permet de se protéger par rapport au soleil. C'est pareil, les cheveux crépus permettent d'avoir une ventilation du cuir chevelu. Les beaucoup plus larges permettent d'avoir une respiration beaucoup plus profonde dans un milieu chaud. Donc il n'y a pas de complexe à avoir. En fait, chaque en fait, biotype s'est adapté à un espace géographique différent. Et c'est pareil en fait pour les espèces. Ils se sont adaptés à des milieux, mais ça prend énormément de temps. Donc pour les humains, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, donc on peut s'en reproduire tous ensemble. Sinon, en Martinique, nous avons... Sinon, en Martinique, en endémique, nous avons l'Oriole de Martinique qu'on appelle le carouge. Nous avons également le colibri à tête bleue qu'on trouve
à la Martinique et à la Dominique. Nous avons aussi le bouquet dont je vous ai parlé, qu'on trouve qu'à la Caravelle. Il y a aussi une sous-espèce qu'on trouve à l'île de Sainte-Lucie. Nous avons également le trembleur brun, le trembleur bleu. Donc on a vu le carouge. Désolé parce qu'en fait, il y a l'ordinateur qui est sous Linux et mon fichier en PDF sous Windows, donc ça ne fonctionne pas. Donc là, on a un site internet, donc je ne peux pas présenter la présentation sur les oiseaux. Donc c'est un peu compliqué. Donc ici, là, sur le pointeur, vous avez le colibri à tête bleue qui vit en Martinique. Parce qu'il y a 4 espèces de colibris. Souvent, on voit le colibri à fan rouge, le colibri à fan vert et le colibri huppé qu'on appelle foufou, qui est beaucoup plus petit, qui est très rapide par rapport à son nom. Donc le colibri à tête bleue, on le trouve qu'à partir de 400 mètres d'altitude jusqu'au sommet de la montagne Pelée. Et par rapport à la femelle, on voit la femelle sur la droite, elle a le ventre blanc. Donc là, on appelle ça un dimorphisme sexuel. Donc il y a certaines espèces, on peut les différencier le mâle et la femelle par rapport à l'esthétique. Et en général, chez les oiseaux, ce sont les mâles qui ont les attributs de couleur. Lors de l'appareil nuptial, ils revêtent des couleurs différentes pour en faire à la femelle. Et souvent, les femelles sont poutinnes parce qu'elles restent nues. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types d'organisations dans la nature. Il n'y a pas de jugement à faire. En fait, il peut y avoir des couples, il peut y avoir des polygames. Mais en fait, il n'y a pas de jugement. Ce sont des stratégies de survie. Mais en général, les oiseaux vivent en couple parce qu'il y en a un qui couve et l'autre qui va chercher la nourriture. Par exemple, on peut voir, ça peut être différent, par exemple, chez les poules, parce que les poules, c'est un mâle, un coq et à peu près 5-6 femelles, mais elles font des lits communautaires. Ce sont des stratégies différentes. Chaque espèce a des stratégies. Donc, je vous ai parlé du colibri madère. En fait, le colibri madère, il y a un dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. La femelle a le bec beaucoup plus recourbé que le mâle. Donc en fait, je peux vous dire, ça veut dire qu'il y a on appelle ça coévolution entre la femelle et une fleur donnée. Donc il y a des espèces, en fait, dans leur évolution qui sont adaptées qu'avec un type de fleur. Par exemple, un exemple, vous connaissez la vanille. Mais la vanille, dans son pays d'origine, il y a un insecte qui la pollinise. Et comment on a introduit la vanille un peu partout dans le monde, en fait, c'est un esclave qui a trouvé en fait, la façon de pouvoir la polliniser parce que l'espèce n'existe pas ailleurs. Parce qu'il y a une espèce qui a évolué par rapport à l'espèce. Et c'est pour ça, d'où l'importance de garder chaque espèce dans l'écosystème. Parce qu'on peut voir, par exemple, entre le mâle et la femelle, le mâle peut avoir accès à certains pollens ou certains sucres de la fleur et pas la femelle et vice versa. Et sinon, en fait, en Martinique, comme je parle de il y a à peu près 80 espèces d'espèces sédentaires. Et avec la migration, c'est de juillet à décembre, on peut monter jusqu'à 200 espèces en Martinique. Sinon, vous pouvez aller sur ce site qui s'appelle Bird & Co, les oiseaux de Martinique. Vous pouvez voir toutes les espèces avec les photos ainsi que le descriptif. Il y a tout le descriptif, c'est comme le livre et c'est gratuit. C'est Bird & Co, ou sinon vous tapez les oiseaux de Martinique. Et le rôle des oiseaux, c'est la pollinisation. Ils sont des insectivores, donc le rôle est important dans la chaîne alimentaire. Je vais voir maritime, c'est... Oui, encore un chien. Très bien. Monsieur David Messirlo, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, qui nous transmet justement l'amour de notre écosystème, du vivant, avec qui on partage cette nature. Où est-ce que la suite, donne-nous ton actu, où est-ce qu'on te retrouve, et puis c'est le moment, lance un appel, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Là, c'est pour toi. Même si en fait l'île est petite,
on a une biodiversité qui est riche et qui est unique dans le monde. Donc, on a intérêt de préserver en fait notre écosystème de biodiversité ainsi que notre culture, puisque tout est lié en fait. Merci à toi. Merci en l'eau. Merci pour le travail qu'on va faire. Merci pour tout ça nous après-midi. Merci en l'eau. Félicitations à toi.